des leçons. Pire encore, une institution qui est là pour dire c'est une bonne voie, au lieu de réglementer l'utilisation de cette nouvelle monnaie, on passe par les stratagèmes qui vont conduire progressivement vers le fait que il faut contrôler aussi le Sangocoin. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il est question de tout faire pour contrôler le Sangocoin. Et vous dites que l'une des choses qui est prévue, c'est de ne pas permettre la convertibilité du Sangocoin en francs CFA. Monsieur Rim, c'est extrêmement grave. Une monnaie, c'est surtout deux caractéristiques. La première, c'est que la monnaie a cours légal. Cours légal signifie qu'elle est reconnue légalement dans l'espace où elle est utilisée. Cours légal signifie aussi que tout le monde est obligé de l'accepter, si les conditions sont réunies pour l'accepter. Donc, un pays crée sa monnaie, et vous lui dites qu'elle ne doit pas être convertible en CFA. Une monnaie, est-ce que le Sangocoin a cours légal ou pas? Est-ce que le Bitcoin qui a été légalisé en Centrafrique a cours légal en Centrafrique ou pas? Les téléspectateurs connaissent la réponse. La deuxième caractéristique qui est très importante, c'est que la monnaie doit avoir un pouvoir libératoire. Le pouvoir libératoire, c'est ce pouvoir qui permet que quand je suis endetté auprès de vous, je paye avec la monnaie, vous acceptez. Donc, si le Sangocoin n'est pas convertible en CFA, il sert à quoi? Puisque le CFA n'a pas disparu. Les gens, tout le monde utilise encore le CFA. Parce qu'on est obligé de l'utiliser. Parce que nos chefs d'État n'ont pas encore pris l'audace de dire, fichez-nous la paix avec ces feuilles de bananier mortes. Parce que on n'exagère pas du tout. Vous ne pouvez pas fabriquer une monnaie pour d'autres pays, vous ne la reconnaissez pas vous-même, même entre ces pays-là, cette monnaie n'est pas reconnue, etc. Mais nous sommes au 21e siècle, bon sang. Donc, il est question ici de faire très attention, parce que si on note au Sangocoin le cours légal et le pouvoir libératoire, la Centrafrique va reculer de 150 ans. Voilà. Je pense que c'est une belle introduction de cette première prise de parole. Pour rappel des faits, c'était le 24 avril dernier que la décision était tombée, sortie des antres du Parlement centrafricain. Le Bitcoin avait été alors adopté comme monnaie légale aux côtés du franc CFA. 3 mois plus tard, la BEAC qui avait au préalable ou alors aux premières zones de cette déclaration levé une fin de non-recevoir à cette disposition se ravise donc. Et je vais vous donner, et c'est avec vous Passion Parfaite qu'on va étudier précisément quelles sont les lignes de ce nouveau texte pour comprendre si c'est une acceptation finale de la BEAC de cette révolution en matière de monnaie en Centrafrique ou alors une tentative désespérée de garder le contrôle justement de ce pan important de l'économie. Alors la BEAC écrit: après avoir examiné les implications de la loi régissant la crypto-monnaie en RCA sur l'architecture réglementaire de la communauté en matière monétaire et financière, le conseil d'administration a accueilli favorablement l'expression par la RCA de son attachement à la monnaie unique et au respect des statuts de la BEAC, des textes régissant l'union monétaire et de ses engagements communautaires. Mais mieux, elle ajoute, le conseil d'administration a encouragé la Banque centrale à poursuivre les actions en faveur de l'inclusion financière et de la modernisation de ses infrastructures, ainsi que la réflexion visant à créer une monnaie numérique de banque centrale. Et on sait, justement, je parle sous le contrat des experts, que le vrai problème, justement, et c'est l'un des problèmes résolus par la création du Bitcoin, c'était les affaires de banque centrale. Alors, la question, justement, c'est, après ce communiqué de la BEAC qui semble faire un rétropédalage contre ses premières positions vis-à-vis de la monnaie en RCA, est-ce une tentative de garder le contrôle de cette monnaie-là ou alors la BEAC s'est finalement rendue à l'évidence que rien ne pourrait arrêter cette révolution? Non, je suis très content après avoir écouté les deux experts dans la crypto-monnaie, mais je suis davantage content avec la fin du docteur Douma.
prudence, prudence, prudence. Le loup n'est pas du tout sorti de la bergerie. Pas du tout. Et j'ai l'habitude de le dire. Moi, souvent, je dis, il faut que nos technocrates fassent un peu de politique, mais surtout beaucoup d'histoire. Beaucoup d'histoire. On devait enseigner cette matière qu'on appelle l'histoire. Surtout l'histoire des peuples soumis comme les nôtres, dans tous les domaines. Surtout dans les espaces où les gens se battent pour se libérer et se sortir de ces enfermements-là, de ce cloisonnement, n'est-ce pas, qui nous ramène à des années-lumière de la marche en avant pour le développement. Parce que, sinon, vous faites un commentaire de texte en disant « Hurrah, on a gagné ». Mais ce que j'ai vu dans cette nouvelle attaque de la France-Afrique à travers ce comité de la BEAC, c'est qu'on joue la montre. On essaie de freiner un peu l'accélération de l'histoire qui s'est produite justement avec cette décision du Parlement centrafricain. Donc on freine légèrement. On ramène, comment on dit ça, l'enfant têtu. On dit, on n'est pas contre. Mais attends d'abord, parce que nous sommes en train d'étudier pour que, au lieu que tu y vas en solo, on va y aller de manière groupée. Et on rappelle quand même que, mais pour l'instant, la monnaie unique, c'est elle qui est en vigueur. Donc, mets d'abord ton projet légèrement... Oui, légèrement en stand-by, on va voir. En attendant quoi? En attendant que nous puissions maintenant étudier la possibilité d'une crypto-monnaie qui sera arrimée, n'est-ce pas? Ou bien comment? Sous la domination, justement, de la BEAC. C'est tout le problème. Donc, c'est un truc très dangereux. Et heureusement, Dr Douma est bien revenu en vous expliquant l'utilité, en fait, le caractère de ce qui rend valide une monnaie. Il a bien expliqué les deux dimensions. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, moi, ce texte, la BEAC, j'ai posé la question à Maître Flanquin et même à Yami Timba. Ils m'ont semblé un peu... J'ai dit, moi, je rigole parce que moi, je suis un vieux loup en politique. Cette affaire-là, c'est une manière de bloquer complètement les intentions de la Centrafrique de Dokoli et de ramener violemment la Centrafrique dans le giron de là où rien ne se passe, où tout est resté complètement statique, jusqu'à ce que l'ordre soit donné de là où on sait, pour qu'il y ait des petites évolutions, mais sous contrôle. Des évolutions sous contrôle. Donc on n'est pas encore sorti de l'ornière avec cette affaire-là. Bon. Mais je pense, et ça c'est l'avantage de la Centrafrique, et je crois que les gens doivent beaucoup se poser cette question, pourquoi la Centrafrique a même été capable de poser cet acte-là? C'est parce que sur le plan géopolitique, il y a eu ce que j'appelle des déplacements de curseur. S'il rentrait encore dans un passé récent, quel est le président centrafricain qui pouvait s'amuser à faire un truc pareil? Le lendemain, on le débarquait. Aujourd'hui, la France ne peut plus le faire. Ça veut dire que dans cet espace-là, que la France dominait de manière outrancée, et là, le passage de Hollande l'a bien démontré, non. On n'est plus dans les mêmes réalités que dans les années 50 et 60, non. Et c'est ça qui a donné la possibilité à la Centrafrique d'oser. Tu voulais dire Macron ou Hollande? Les deux, Hollande ou Macron, ce sont les mêmes individus pour moi. D'oser, mais c'était Macron évidemment. De pouvoir oser. Parce qu'elle a un partenaire qui tourne, qui ne permet pas à la France de faire n'importe quoi. Sinon, on aurait débarqué Touadéra comme on a débarqué tous les David Dako, tous ses prédécesseurs là. Je suis convaincu. Les gens venaient en pyjama dans les avions pour venir prendre le pouvoir à Bangui. Ne l'oublions pas. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que l'essentiel des discours de Macron pendant sa tournée africaine là, c'était des attaques frontales contre la Russie. C'est tout. C'est comment j'ai retenu. De Yaoundé, en passant par Cotonou, jusqu'à la capitale Bissau-Guinéenne, ce fut des attaques frontales contre la présence de la Russie dans ce qu'il convient de ce qu'il appelle le précaré. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment qu'avec cette présence, effectivement, les Africains de plus en plus seront tentés de prendre des décisions qui vont à l'encontre du désir de la France de continuer de maintenir sa suprématie exclusive dans cet espace. Et cette affaire du Bitcoin centrafricain n'échappe pas à cette réalité-là. Elle n'échappe pas du tout à cette réalité politique-là. Et c'est pour cela que je pense, et je l'avais dit, Maître,
docteurs et maîtres sur ce plateau, aucun de nos pays ne pourra s'en sortir seul. La bataille là n'est pas la bataille de la Centrafrique. C'est la bataille de toute la sous-région Afrique centrale. Et il faut que nos décideurs, c'est pour ça que je loue à leur juste mesure les efforts que vous faites pour expliquer aux Africains que nous sommes bloqués avec une prétendue monnaie qui ne nous permet pas de décoller. On essaie de contourner la... Pour moi, le but, c'est une tentative de contournement de l'obstacle pour pouvoir trouver des solutions et décoller. Mais la bataille de fond doit demeurer. Il faut mettre fin au franc CFA. Il faut tuer cet avatar-là, qui ne nous sert absolument à rien. Il faut tuer cet avatar, parce que je vous dis, les Russes, ils ont leur monnaie qu'on appelle le rouble. Mais ils ont quand même des crypto-monnaies. Hein. Bien sûr. Donc, le fait que tu aies pu avoir ta propre monnaie ne te dispense pas d'avoir des crypto-monnaies. Mais ici, nous, on n'a même pas de monnaie. On n'a même pas de monnaie. Il faut participer à la mort du franc CFA tout à fait incessante. D'accord. Nous pourrons utiliser les crypto-monnaies pour faire des opérations bien précises pour pouvoir maintenant aller encore accélérer notre marche en avant. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce qui se passe, c'est l'envers de la médaille. Tout à l'heure, docteur Dumas l'a dit, en parlant de sous-sol centrafricain, pas des hommes, parce que les hommes, ils sont aussi riches en hommes, hein, mais parlant de ce qu'ils ont dans leur sous-sol, vous avez vu, c'est combien de trillions? 3 trillions de dollars. 3 trillions de dollars. Mon cher ami, ça aiguise des appétits. Hein. Tous les faucons de la finance internationale, même quand ils ne sont pas découverts dans le monde de la crypto-monnaie, mais ils vont venir prendre la crypto-monnaie centrafricaine. Parce qu'ils savent qu'à terme, s'il n'y a pas de structuration macroéconomique et macro-financière qui est l'expression de la souveraineté de toute la sous-région, les flébissités de la finance internationale vont foncer là-dessus pour prendre des pans entiers de ces richesses-là. Et de nouveau, continuer à dominer le monde. Pourquoi sur le plan international, les gens hésitent l'Occident hésite, mais n'hésite pas, fait semblant d'hésiter par rapport aux crypto-monnaies. Mais parce que les familles qui décident de la question des banques et de la finance internationale n'ont pas encore bien domestiqué cette affaire. Et tant qu'ils n'auront pas encore bien domestiqué cette affaire, ils ne vont pas rentrer dedans. Quand ils seront convaincus maintenant qu'ils ont bien domestiqué le jeu dans cette affaire, vous allez voir, ils vont dire que c'est la crypto-monnaie qui est la monnaie qu'il faut utiliser maintenant. Et tout sera joué. Et nous serons toujours en retard dans l'affaire. C'est pour cela que je dis à nos technocrates, à ceux qui sont dans ce domaine, et je suis heureux d'avoir écouté docteur Dumas jusqu'à la fin, j'étais vraiment, parce que c'est l'inquiétude que j'avais par rapport à cette frénésie, n'est-ce pas, dans cette affaire-là, de dire, est-ce que nous comprenons très bien les enjeux? Ce n'est pas une question seulement de texte, sur le plan juridique. Non, ce n'est pas seulement cette question de cette interprétation-là. La question est plus profonde que ça. Parce que je vous assure, accepter que l'Occident et la France perdent complètement leur même mise sur l'Afrique, mais tous les experts le disent, vous le dites ici tous les jours. C'est une guerre qu'il faudra faire. Hein? C'est une affaire trop forte, trop terrible pour la France. Et c'est ça qui a expliqué le courroux de M. Macron. On l'a vu rougir quand ces questions-là lui ont été posées. On a vu au niveau de Bénin encore, il a même été encore plus violent. D'abord, à partir de Yaoundé, il commençait à nous insulter que sont les imbéciles qui se laissent manipuler par la Russie. Au niveau de Cotonou, il a encore été plus violent dans ce sens-là. Parce qu'il comprend les enjeux, lui mieux que quiconque. Parce qu'il a un tableau de bord qui lui dit, président, si on perd les gars là, qui sont nos mulets ou bien nos mules, c'est fini. Nous allons dégringoler à une place qui ne va pas nous permettre de continuer à tutoyer les autres grands de ce monde en les regardant droit dans les yeux. D'accord. Donc, cette question-là, continuons, et je sors par là, Dumas l'a dit, elle est très complexe. Continuons de bien l'étudier, mais surtout, mettons la pression politique nécessaire qu'il faut et qui passe par un travail de fond au sein des masses pour que nous mettons fin au franc CFA. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure crypto-monnaie pour des ambitions légitimes de développement économique qui sont tous notre horizon indépassable aujourd'hui.
Avec vous, justement, on a abordé cette question peut-être géopolitique qui sous-tend cette décision de la BEAC. Veut-elle rester aux affaires et continuer à garder ce contrôle exclusif de la monnaie des pays africains et en particulier celle de la RCA? On va lire un autre pan, justement, de ce communiqué publié par la BEAC et ce sera à vous d'en décrypter la contenance. On va le prendre. Le conseil d'administration a également pris bonne note de la sollicitation, et on va souligner sollicitation, par la RCA de l'assistance de la BEAC, des instances compétentes de la communauté pour l'élaboration d'un cadre normatif régissant les cryptoactifs dans la CEMAC. Alors, expliquez-nous, la RCA, comment est-ce qu'on comprend ça? La RCA a requis l'assistance d'une institution qui avait mis au banc, au préalable, l'utilisation de ces cryptoactifs. Il n'y a pas une sorte de non-logique dans ce texte? On ne peut être plus logique que ça. On ne peut pas être plus logique que ça. La RCA fait exactement ce que la RCA doit faire. Mais avant d'arriver ici, il me plaît de dire quelque chose. J'ai écouté très bien les interventions précédentes et il est important de relever que le risque de non-convertibilité est nul. En d'autres termes, il n'y a pas de chance qu'on ne convertisse pas. Le risque de non-convertibilité est nul. Techniquement. Pas juridique, techniquement, le risque de non-convertibilité est nul. Même si la BEAC et la COBAC décidaient que ce ne soit pas convertible, le risque est nul. On parle de blockchain et de finances décentralisées. Ça veut dire que la convertibilité, c'est à deux niveaux. Le premier, c'est la convertibilité. Maître, tu permets quand même. On parle de la convertibilité en francs CFA. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il a été très précis. Bien sûr. C'est ce que la BEAC recherche en réalité. Je suis d'accord. Et même, il ne part pas là-bas. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce qu'il recherche, si vous scrutez l'environnement cryptographique, vous avez vu le promoteur et propriétaire du plus grand marché cryptographique au monde, qui a fait le tour de l'Afrique, de quelques pays d'Afrique, CZ, le propriétaire de Binance, qui est le plus grand marché cryptographique. Il est allé d'ailleurs chez l'un, il est allé en Côte d'Ivoire, et on sait tous, en tant que panafricanistes, ce que ça veut dire lorsqu'on va en Côte d'Ivoire pour discuter des choses qui concernent l'Afrique francophone et le franc CFA. Ça veut dire qu'on va prendre chez le délégué de la classe les instructions du maître, du professeur titulaire. Donc, il y est allé. Il se trouve que Binance aurait signé un partenariat, une convention avec la Banque de France qui va travailler à la digitalisation de l'euro, mais également à la digitalisation du CFA. En fait, ce qui est en train de se jouer, ce n'est pas la non-convertibilité. Ils ne vont pas bloquer la convertibilité, ils n'y ont même pas intérêt. Au contraire, ils ont intérêt à ce que ça ressorte encore en CFA. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt de la France qu'une fois que la Centrafrique a reçu tout son argent, que ça ressorte encore en CFA. Donc ils n'ont même pas intérêt à bloquer la convertibilité. Ça les intéresse même que ce soit convertible et même durablement convertible. L'intérêt pour nous serait dans ce que le doyen a dit tout à l'heure, que malgré les crypto-monnaies, nous continuons de travailler à régionaliser puis à africaniser le mouvement, soit cryptographique, soit par la création d'une unité monétaire propre, fiduciaire, propre à l'Afrique. Ce serait cela, de mon point de vue, la solution ultime qui permettrait de sacraliser la sortie et la libération de l'Afrique du franc CFA. Mais ce qu'il faut observer, c'est que même d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que les personnes privées ou institutionnelles, vous ne pouvez pas empêcher qu'on convertisse. Et moi, je pose la question, quel est l'intérêt de convertir en CFA? Si on prend ça, on met en euros, on n'utilise pas. Si on met en dollars, on n'utilise pas. Et si on favorise... C'est peut-être une façon pour la BEAC d'isoler la SCA du reste des pays de l'Afrique. Si on favorise même... Il ne veut pas l'isoler, il veut la ramener dans le jeu. Je veux dire, la disposition de la non-convertibilité, c'était pour ça. On pourrait favoriser le pierre-to-pierre, d'ailleurs. Je ne sais pas si on se comprend. Mais maintenant, la Centrafrique a pris une décision. Il est tout à fait normal de travailler à harmoniser son évolution législative avec la sous-région. Donc, il n'y a pas de faute que la Centrafrique sollicite la BEAC pour dire, voici l'évolution qu'il y a chez moi. Maintenant, comment est-ce que je travaille avec les autres pays d'Afrique, les autres pays de la sous-région? C'est tout à fait normal. En fait,
qu'est-ce qu'on attendait depuis le début? C'est de mettre en place un cadre réglementaire qui va intégrer les crypto-monnaies dans le système. C'est de dire, ok, désormais, nous avons les crypto-monnaies chez nous, nous avons de l'argent dans les comptes cryptographiques et nous voulons nous en servir. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, l'évolution réglementaire, la création d'un cadre réglementaire va sortir la crypto-monnaie du maquis. Je ne peux pas d'ici préjuger de la structure réglementaire qui sera mise en place. Mais une chose est certaine, on ne peut plus faire reculer le Sango Coin de là où il est. C'est-à-dire que le projet Sango en général et Sango Coin en particulier sont ficelés. Pour qui connaît la blockchain, on ne peut plus le faire bouger. Les règles sont acquises, le projet est acté, il est même déjà mis en place. Et vous devez savoir que la fébrilité est très grande de leur côté. Je n'exclus pas que la réserve du doyen qui relève qu'ils ne vont jamais laisser partir. D'ailleurs, personne ne l'a pensé. Ils ne vont jamais laisser partir. Mais quand vous regardez que des presses françaises, depuis le 20 et le 21, ont commencé à publier l'information selon laquelle, à peine lancé, le projet Sango Coin crash, alors que Sango Coin n'a été lancé effectivement que le 25, vous comprenez qu'il y a une très grande fébrilité de leur côté parce qu'il s'agit d'un outil qu'ils ne maîtrisent pas. Maintenant, est-ce qu'ils jouent le temps? Moi, je ne sais pas à quel niveau est-ce qu'ils jouent le temps, puisque le timing, si vous allez sur sango.org et que vous regardez le white paper, le roadmap du projet Sango, vous voyez très bien qu'on est en train de faire exactement ce qu'on devrait faire. On est en train de faire exactement ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'il n'y a du point de vue de l'évolution du Sango, du projet Sango en général et du Sango Coin, pas de retard. Et la BEAC va simplement suivre le rythme, s'arrimer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que les banques de la sous-région, ont beau être sous le dictat de qui on sait, mais c'est un produit. C'est un produit, c'est un marché. À l'intérieur des banques, on sait très bien qu'il y a un potentiel. Vous croyez que les banques n'ont pas envie d'aller acheter les tokens sur le rhodium, le lithium et d'autres matières qu'il y a en Centrafrique? Elles veulent aller acheter les tokens. Elles veulent se positionner sur ce gigantesque marché qui est offert et permettre à la Centrafrique de se développer comme la Centrafrique veut se développer. Donc, il y a des pressions. Et ça ne se joue pas. Ce n'est pas juste binaire. Ce n'est pas une opposition dichotomique entre le colon français et la Centrafrique. Il y a d'autres parties prenantes. Il y a d'autres forces. La Chine, la Russie. On se le disait hier au sorti de ce plateau. Ce qui est en train de se passer avec la Centrafrique et d'autres pays d'Afrique, c'est que d'autres forces géopolitiques sont en train d'entrer en Afrique. Et leur arrivée en Afrique crée de l'espace pour les États qui étaient eux-mêmes déjà, pour les dirigeants qui étaient eux-mêmes déjà dans une sorte de perspective de libération de leur peuple. C'est-à-dire que la Russie en arrivant, quand on dit, il y a des pays qui sont en train de profiter, le Mali, la Centrafrique et d'autres, profitent des petits espaces qui sont créés par l'arrivée de nouveaux acteurs géostratégiques de puissance. La Russie, la Chine et autres créent des ouvertures et les pays qui sont préparés pour en profiter rentrent dans la brèche et se donnent des bouffées d'oxygène de liberté qui peuvent éventuellement et certainement même profiter au peuple, à condition que le travail d'éducation et d'information que nous faisons passe. Voilà, qui est dit. Alors, la question, elle est presque logique. Est-ce que la Centrafrique, à travers cette prise de décision assez souveraine, qui est restée droit dans ses bottes malgré toutes les levées de boucliers qu'il y a eu par rapport à cette histoire, c'est libéré du jour du franc CFA, on peut dire, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est libéré du franc CFA? La Centrafrique, c'est-elle libérée du jour de ce franc CFA là? Pour l'instant, c'est non. Ah, ok. C'est non. Bien sûr. C'est pas facile. D'abord, la loi a prévu que tout le monde doit accepter le Bitcoin en RCA. Et donc par ricochet le Sango Coin. Sauf si les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas, par exemple, Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas formés, qui ne savent pas comment passer du Bitcoin au franc CFA et payer avec. Vous avez une maman qui vend sa marchandise. Vous voulez lui payer la maman en Bitcoin comment? Même s'il y a Internet.
Elle ne connaît pas le Bitcoin, surtout que ce n'est pas physique. Elle va vous dire, moi je connais le CFA. Donc, et on en est encore là. Et ce que je dis là est encore valable pour au moins 80% des Centrafricains. Donc la convertibilité, elle est très importante. La deuxième chose, c'est que il ne faut pas oublier pourquoi on a créé le Bitcoin. Pourquoi les créateurs du Bitcoin l'ont fait. Et le Bitcoin, ce n'est pas qu'une monnaie. C'est aussi un système de paiement. C'est d'abord un système de paiement. Et ensuite, il y a la monnaie. Donc, on distingue ça par un B majuscule pour le système de paiement, pour ceux qui... Et puis par le B minuscule pour la monnaie elle-même. Donc, ça a été créé pour contourner le centralisme à outrance du système bancaire classique. C'est-à-dire pour éliminer un individu qui peut s'ériger en groupe d'individus pour décider du sort de deux personnes qui font des transactions qui sont liées à leur vie. Et dont, en réalité, sont des propriétaires de ce qu'ils échangent. Donc, à partir de ce moment-là, la BR joue quel rôle? La BR est un organe central. Tout ce que la BR va faire va aller dans le sens de conforter sa position comme organe central. Ça, c'est clair. Maintenant, comment est-ce que c'est possible? La blockchain, ce n'est pas un système idéal. Et ça, je le dis pour la première fois sur ce plateau. Parce qu'il faut évoluer dans les échanges. La blockchain stocke et sécurise les informations avec transparence, avec traçabilité. Nous sommes tous d'accord. C'est la base. Maintenant, le Bitcoin a été créé sur la base d'une blockchain publique. Parce qu'il y a plusieurs types de blockchain. Dans une blockchain publique, tout le monde connaît les tontines. Je prends le cas des tontines. Les Africains vont nous comprendre davantage. Si nous sommes tous membres d'une tontine, dans le cas d'une blockchain publique, c'est 51% des membres de la tontine qui décident de ce qui doit se faire. Et bon, c'est vrai que la tontine, a priori, tout le monde ne peut pas être membre d'une tontine. Mais partons du fait que pour la blockchain publique, tout le monde peut être membre de cette tontine-là. D'accord. Mais dès que vous êtes membre, vous avez le droit que tout le monde a de décider majoritairement, de voir toutes les informations que tout le monde peut voir à tout moment. Ça, c'est la blockchain publique. Maintenant, vous avez les blockchains privées. Elles sont majoritaires. Elles pilulent. N'oubliez pas qu'on a plus de 20 000 crypto-monnaies. Mais une blockchain privée appartient à une entreprise, appartient à une organisation privée. Vous pensez que vous pouvez faire votre blockchain et moi je viens décider, monsieur Rim? Non, pas du tout. Donc il y a des blockchains privées où ce sont les individus qui décident. On peut décider de suspendre votre compte. Maître est sur le plateau. Il est crypto-entrepreneur, il est même aussi investisseur. On peut suspendre votre compte, monsieur Rim. Mais la blockchain, ça ne veut pas dire que quand vous avez un compte sur la blockchain, vous pouvez faire ce que vous voulez comme... Non, il y a des conditionnalités. Vous avez les blockchains dites de consommation. Les blockchains de consommation sont des blockchains que les banques utilisent souvent. On les appelle aussi les blockchains fédérées. Pourquoi? Parce qu'elles ont un caractère hybride. C'est-à-dire que non seulement on sélectionne tous ceux qui peuvent adhérer, d'accord? Et on décide de quel groupe va décider. Il y a des entreprises qui ont exploité la blockchain depuis plus de 5 ans. Il y a des banques qui utilisent la blockchain, pas pour les crypto-monnaies, depuis plus de 5-10 ans. Ce sont des blockchains de consommation. On peut collaborer avec d'autres entreprises, avec d'autres banques. Et ça, c'est ce que les banques centrales utilisent. Parce qu'à l'intérieur de ces blockchains-là, non seulement on sélectionne ceux qui adhèrent, mais il y a une poignée qui décide. Et c'est de ça qu'il est question. Et donc c'est retour à la case départ un peu quand même. Bien sûr. Et maintenant, il y a un dernier type de blockchain que nous recommandons, nous les techniciens, recommandons aux États. Parce que il est une chose. Il est bien que tout le monde puisse créer son portefeuille. D'accord? Vous savez que le taux de bancarisation en zone CEMA,
c'est à peine 12%. Ça veut dire que 12 personnes sur 100 personnes dans la zone CEMAC ont un compte en banque. Ce n'est pas normal. C'est discriminatoire, c'est exclusif. Quand on parle de l'inclusion financière, pour que les gens rentrent dans le circuit formel des transactions, il faut qu'ils créent au moins un portefeuille. Parce qu'en le créant, on se fait identifier. Donc, les États doivent avoir des blockchains hybrides. C'est-à-dire, d'une part, public, tout citoyen qui a accès à Internet et qui peut créer son portefeuille. Parce que si vous n'avez pas de portefeuille, vous ne pouvez pas faire des transactions. D'accord? Et avoir un caractère privé. Parce que l'État doit avoir le contrôle, d'une part, de tous les citoyens qui adhèrent à la blockchain. N'est-ce pas? Tous adhèrent, mais tous n'ont pas droit à toutes les informations. Mais l'État, lui, doit avoir le droit à toutes les informations. Et la blockchain hybride permet donc que, si on veut une information, on peut la mettre à nu. On la met à la disposition de tout le monde. Mais c'est l'État qui doit avoir toutes les informations sur tout le monde. Et c'est l'État qui doit décider. Vous comprenez? Quand c'est un État qui décide, ce n'est pas comme un individu. Et si vous laissez cette place de l'État qui décide aux Français, mais monsieur, on est où? Ou bien à la BEAC, est-ce que la BEAC a déjà pris une décision un jour pour la CEMAC? Donc c'est ça. Il y a 4 types de blockchain. Il faut que les téléspectateurs suivent bien. Parce que c'est là où ça va se jouer. En SCA, Sango appartient à quel type? S'il vous plaît, un instant. Un instant. Sango appartient à quel bloc? Alors, je ne sais pas quel blockchain Sango Coin a choisi. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. J'attire juste l'attention. Merci justement pour ces éclairages forts. Et très souvent, c'est une information confidentielle. Oui. Ils ne disent même pas quel type de blockchain ils ont choisi. Mais moi, je leur dis, faites attention, parce que si, peut-être pour sortir, Maître va réagir. Je rappelle que le Sénégal a lancé la fabrication du e-CFA depuis 2016. En 2017, le projet était presque en maturité. Il a été stoppé net grâce, n'est-ce pas, aux tempêtes sur les plateaux de télévision par les panafricanistes, grâce à tout ce qui est fait contre le franc CFA. Parce que e-CFA, ou Alpha CFA, ou Delta CFA, c'est CFA. Donc le projet, c'était que ils vont d'abord fabriquer un e-CFA, qui devait être une crypto-monnaie pour la zone, et étendre donc ça sur les pays comme le Bénin, etc. etc., etc. Le projet a été étouffé dans l'œuf grâce à ce que je viens de relever. En 2021, la Banque centrale de Tunisie a créé sa crypto-monnaie de banque centrale, en partenariat avec la Banque de France. Créée et testée, elle existe déjà. Et je parle de la Banque de France. Donc, c'est pour dire que ces gens-là savaient exactement déjà de quoi il est question. Sauf que ils veulent encore s'arroger de tout. Il faut qu'ils s'enrichissent davantage et que les populations continuent de croupir dans la misère. Vous pensez que quelle banque a intérêt à ce que vous alliez sur le marché vous-même acheter vos crypto-monnaies, alors qu'elle peut vous la vendre multipliée par 20 ou par 50 le prix. Comme les gens sont habitués aux banques, ils ne savent pas qu'ils peuvent aller sur un marché acheter par exemple le Sangocoin. Si le Sangocoin était proposé par les banques, beaucoup iraient à la banque, même si ça coûte 10 fois plus. Vous voyez? Donc c'est ça. Il faut relever tout ça. C'est vraiment assez complexe. Merci beaucoup pour ces éclairages qui ne sont pas toujours dits à haute voix, mais qu'il faudrait bien savoir. Oui, Maître, rapidement. Oui, relever 2 choses. La première, c'est que le développement du docteur Doumasson, enfin, c'est enfoncer une porte ouverte si je dis que ces développements sont brillants. C'est un truisme. Mais ils sont très brillants. Simplement, ce que je voulais relever, c'est que moi, je me serais attendu à la conclusion. Laquelle aurait été la conclusion du propos du docteur Douma. Laquelle aurait été donc, selon vous de dire 2 choses. La première, c'est que la tentation de créer, ou bien l'initiative de créer le e-CFA n'est pas une initiative technique. Il n'y a rien de technique dedans. C'est même pas une crypto-monnaie. C'est simplement de la digitalisation du CFA qui n'est pas. Ils ne vont pas mettre en place de blockchain. C'est que
c'est une technique politique de diversion. On sait que les peuples africains écoutent les institutionnels. Et donc, si on crée le ICFA, on va pouvoir créer de la dilution dans l'information publique et politique et envoyer les gens vers ce que la banque va proposer plutôt que vers ce que des États disruptifs mettent sur le marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans le texte que vous avez lu et dans le projet Sango Coin, comment est-il possible que la BEAC ou n'importe quelle autre institution s'approprie le projet Sango? Est-ce qu'il y a dans le texte que nous lisons la possibilité que la BEAC, la COBA ou n'importe quelle autre institution s'approprie ce projet? Je peux répondre. Oui. Mais là, je vais répondre par rapport à la BEAC. La BEAC annonce des prédispositions à créer une crypto-monnaie. Ça ne peut être qu'une crypto-monnaie de la BEAC. Voilà. Oui, c'est-à-dire une crypto-monnaie de banque centrale. D'accord. Alors, logiquement, si les monnaies des différents pays sont arrimées à la banque centrale, le Sango Coin sera forcément arrimé à cette crypto-monnaie de banque centrale. Alors, et ça va se matérialiser à travers le choix de type de blockchain. C'est clair, ça ne peut pas ne pas fonctionner comme ça. Donc, si la BEAC annonce la création d'une crypto-monnaie de banque centrale, ce n'est pas une innovation. Beaucoup de banques centrales au monde ont déjà le projet prêt. Certains ont déjà créé leur crypto-monnaie de banque centrale. Le Nigeria est à côté. Et il a créé déjà sa crypto-monnaie de banque centrale qui fonctionne. Si la BEAC crée une crypto-monnaie de banque centrale, je doute fort que ça s'appelle autrement que ICFA. Ou bien ECO, ou bien c'était quoi? C'était l'ECO pour le... Wacron, voilà. Je doute fort. Parce que ce serait tuer le franc CFA par le nom, sauf s'ils inventent autre chose. D'abord, ils ont annoncé les billets en novembre 2022, les billets et les pièces métalliques. Pendant qu'on va vers tout ce qui est digitalisé, ils nous annoncent de nouveaux billets qui vont nous... C'est une révolution extraordinaire pour la BEAC, les billets de banque. Qui après 1-2 mois ne sont plus pratiquement utilisables, etc. Donc c'était une parenthèse. C'est pour dire que oui, maître, il y a une vraie menace dans l'annonce de la création d'une crypto-monnaie de banque centrale par la BEAC. La BEAC n'a jamais créé le CFA. La BEAC, on livre la BEAC. Je suis d'accord. Ouais, on approvisionne la BEAC avec les CFA que la BEAC doit redistribuer, mais même les devises, parce que nous savons que les crypto-monnaies sont les devises. Ne perdons pas ça de vue. Le Sango Coin est une devise parce que la convertibilité avec beaucoup d'autres devises dans le monde sera garantie. Mais si ça passe par la BEAC, qui va assurer la convertibilité par rapport à tous les autres dans le monde? Alors, peut-être pour vous relancer, je lis la fin de cet extrait que vient de commenter Dr Douma, de cet extrait de la BEAC. Alors, la BEAC conclut, le conseil d'administration a encouragé la Banque centrale à poursuivre les actions en faveur de l'inclusion financière et de la modernisation de ses infrastructures, ainsi que la réflexion visant à créer une monnaie numérique de banque centrale. Est-ce une menace justement pour le développement et l'évolution de la crypto-monnaie en Centrafrique d'abord, mais de la crypto-monnaie peut-être dans de ce changement de paradigme dans la sous-région et même peut-être en Afrique en entier? Je veux encore préciser. Création d'une monnaie numérique, ce n'est pas création d'une crypto-monnaie. D'accord. C'est la première précision. Okay. Il y a les monnaies numériques qui ne sont pas des crypto-monnaies. D'accord. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on peut créer une monnaie numérique qui n'est pas une crypto-monnaie, donc qui ne s'adosse pas sur une blockchain. Ça, c'est d'un. Deux, il n'y a pas... Je ne sais pas à quel moment on a pensé que ça serait facile. C'est-à-dire que... Enfin, ceux qui m'écoutent savent que la rhétorique « on est en guerre » est une rhétorique que j'ai fait mienne. On est en guerre. Ça va certainement bouger, ça va faire mal, ça va craquer. Ça, c'est une évidence. D'accord? Il se trouve que aujourd'hui, le rapport de force n'est plus linéaire comme avant. Et il y a un point sur lequel je ne suis pas... Enfin, je pense que on peut avoir d'autres grilles de lecture. C'est-à-dire quoi? Imaginons que la BEAC mette une crypto-monnaie sur le marché. Imaginons que la BEAC finissent par créer une crypto-monnaie. D'accord? Le rôle de
la COBAC et des autres institutions, ce sera de faire en sorte que il y ait des rapports à la fois entre États, c'est-à-dire que les États d'ici, mais surtout entre les banques et les populations. Ça, c'est les deux types de rapports en interne dans la sous-région. Mais il y a un type de rapport qu'on n'a pas intégré. C'est que les pays d'Afrique, comme la Centrafrique, ne vendent pas l'or à d'autres pays d'Afrique. Ils les vendent à d'autres institutions, d'autres pays à l'étranger qui, elles, ne sont pas obligées de payer. C'est-à-dire qu'on a oublié le fil de trame de la réflexion. C'est les accords de coopération monétaire avec la France. Et quoi qu'on fasse aujourd'hui, sauf si le président centrafricain trompe tout son peuple et repart signer de nouveaux accords qui incluent le Bitcoin et le Sango Coin. La vérité, c'est que, avec ce qui se passe en ce moment, il n'y aura plus jamais de retenue par la France de l'argent des exportations de la Centrafrique s'ils décident de prendre leur argent en Sango Coin ou en Bitcoin. Il n'y aura plus jamais de retenue. Et on sait très bien que depuis le début de la réflexion ici, c'était ça l'enjeu principal, c'est-à-dire de pouvoir briser les barrières qui nous empêchent de recevoir la totalité de ce qu'on exporte en argent que nos États peuvent exploiter. Ça, c'est quelque chose que rien ne va changer. Sauf si, bien entendu, on réussit par un tour de la France-Afrique à convaincre la Centrafrique d'aller à nouveau s'engager dans des conventions qui garantissent qu'on laisse 50% de Sango Coin ou de Bitcoin à la Banque de France ou au Trésor français. Mais en attendant, nous avons cette possibilité-là chez nous de pouvoir transiger et d'avoir l'argent qui va impulser le développement. J'ai eu envie de répondre tout à l'heure, lorsqu'on a parlé, lorsque Dr Douma a évoqué la question de Internet et de... Écoutez, la Centrafrique a 5 millions de personnes. Vous ne vous dites pas que si la loi dit au Cameroun, il y a des zones à l'extrême nord où on n'utilise pas le CFA. Pourtant, le franc CFA reste quand même la monnaie du Cameroun. On n'utilise pas le CFA. Dans plein de zones, dans la zone frontalière entre le Cameroun et le Nigeria, on n'utilise pas le CFA. Vous présentez ça là-bas aux commerçants, ils ne prennent pas. On utilise autre chose. Parfois des monnaies qui ne sont même pas le Naira aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est une contrainte, mais qui pour moi est un épiphénomène. C'est-à-dire, tout le monde, la grand-mère et tout le monde ne va pas utiliser ça. Et je ne suis pas sûr que l'idéal pour la Centrafrique soit même d'éduquer les gens à savoir convertir leur monnaie en CFA. Je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal. L'idéal, ce serait de développer les infrastructures permettant à chacun de pouvoir utiliser ça directement en pierre-to-pierre. Je ne suis pas sûr que si je devrais donner un avis modeste sur la question, je leur conseillerais de former les gens à comment convertir ça en CFA. Ce ne serait pour moi pas la priorité. Donc, il faut qu'on admette quelque chose. C'est que la Centrafrique a lancé un mouvement qui est disruptif, qui est nouveau, mais ce qui est aussi nouveau pour nous. Et donc, on est en train de le travailler. Il y aura certainement des attaques. Moi, j'ai lu ce communiqué. Je l'ai relu. Le doyen relève très bien. Il ne me souvient pas que j'ai répondu parce que c'était la période du séminaire. J'étais très occupé. Il m'a envoyé ce communiqué pour me demander quelle est ma grille de lecture. Mais je n'ai pas eu le temps de répéter. Je vois très bien la manœuvre avec le maître qui est là derrière en train de manipuler précisément. Je ne crois pas que il ait les outils aujourd'hui pour freiner la Centrafrique. Je crois simplement que, comme la Centrafrique, le président Touadéra a faim. Vous avez vu qu'il n'a pas répondu lorsqu'on avait fait le premier communiqué et le décret. Il n'avait pas répondu. Parce que précisément, ça ne s'adressait pas à lui. Lui, il est dans sa démarche. Après qu'ils aient pondu tout ce qu'ils ont pondu, il a adressé son communiqué ou sa correspondance à ces institutions pour leur dire voilà l'évolution qu'il y a chez moi. Au moment où je suis en train de lancer le Sango Coin, je crois que nous devons travailler pour que nous suivions des mécanismes d'harmonisation des législations bancaires pour que ce que je vais recevoir de l'étranger, que je puisse me mouvoir avec les autres pays de la sous-région. Ça va, enfin, ils vont pas lâcher, mais la vérité c'est que que ce soit les blockchains, parce que Dr Douma tout à l'heure, on ne dit jamais, mais il y a un moyen simple de savoir, c'est la structure de l'offre des produits
qui sont greffés à la blockchain permettent d'identifier quel est le type de blockchain dans laquelle on est en train de se mouvoir. Après, il y a quand même des outils techniques. Lorsque vous allez regarder dans la blockchain en arrière, il y a des outils qui vous permettent de savoir le niveau d'autorisation, le niveau d'accès vous permet de savoir quel type de blockchain vous avez à faire. Donc ça aussi, c'est un travail que nous allons patiemment faire pour encourager les gens à s'éduquer, à s'informer, pour comprendre ce qui se passe. Parce que la réussite du Sango dépend aussi du niveau d'adhésion des peuples d'Afrique. Si ça reste un projet centrafricain, heureusement, ça va difficilement le rester. Mais j'ai peur que, une fois encore, des gens venus d'Occident acquièrent plus le Sango que les Africains eux-mêmes. Et justement, c'est avec ça que je vous relance, Passion Parfendum. Vous n'avez pas été très loquace ce matin. Mais est-ce que le Sango Coin aujourd'hui et le projet centrafricain sur cette crypto-monnaie devrait faire école et donc donner des idées à d'autres pays, notamment le Cameroun? On se rappelle quand même que cette conférence qui s'est tenue et qui a pondu ce communiqué s'est tenue à Douala. Emmanuel Macron vient d'achever une visite en terre camerounaise où les intérêts économiques entre la France et le Cameroun sont revenus sur la table. Est-ce que c'est possible qu'on envisage même cette révolution aussi monétaire à partir du Cameroun et peut-être par extension à l'ensemble des pays de la CEMAC? Je suis content. Je suis obligé de le dire. Je félicite Dr Douma ce matin parce qu'il m'a rassuré. Nous sommes dans un combat qui a plusieurs niveaux d'implication. Le combat là, il a plusieurs niveaux d'implication. Il m'a rassuré parce que jusqu'à un passé récent, j'avais l'impression que mes frères sur ce plateau, dans ce combat, ne percevaient pas toute la subtilité et la complexité de cette affaire-là. Et peut-être le danger qui s'y... un danger. Mais Douma m'a rassuré pour l'avoir écouté, parce qu'il a touché des points arrêtés qui faisaient partie de mes craintes, que si ce n'est pas bien explicité, on risque d'aller dans une aventure que personne ne pourra maîtriser plus tard. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, évidemment, dans cette histoire-là, il faut bien relire le communiqué de la BEAC. Il faut bien relire le communiqué de la BEAC. Et moi, j'ai l'habitude de vous dire, aucun de nos États ne s'en sortira seul. Aucun. Tel que nous sommes structurés là. Aucun de nos États ne s'en sortira seul. En l'état, est-ce une invitation à courir de la Centrafrique vers le Sango Coin pour les États africains? Attends, j'en viens. J'ai vu la proposition de la Centrafrique comme, comment on dit ça, un violent coup de gueule pour dire, mais c'est quoi? Vous dormez pourquoi alors que le monde est en train d'aller à une vitesse éclair? C'est quoi votre affaire? C'est comme ça que j'ai vu. J'analyse l'attitude de la Centrafrique. Mais le communiqué de la BEAC est clair. Il dit qu'il y a eu un accord. La Centrafrique, c'est ce que dit le communiqué. Pour essayer d'aller grouper et d'aider à la réflexion pour la création d'une crypto-monnaie. C'est ce que dit le communiqué. Maintenant, je veux bien. Vraiment? Mais relisons le communiqué, Donc peut-être la partie à laquelle fait référence Patient Parfait, c'est ce paragraphe qui note que le conseil d'administration a également pris bonne note de la sollicitation par la RCA, de l'assistance de la BEAC et des instances compétentes de la communauté pour l'élaboration d'un cadre normatif régissant les crypto-actifs dans la CEMAC. Donc quand tu lis le communiqué en entier, le communiqué dit quoi? Il dit que la Centrafrique a accepté d'abord d'affermir la monnaie unique qui a cours dans notre région. Premièrement, ça veut dire que... On parle de l'attachement de la RCA à la monnaie unique et au respect des statuts de la BEAC. Voilà. Tu comprends ça? Oui. Bon, à moins que... Comme la loi du 24 avril ne venait pas abroger la participation on l'a d'ailleurs expliqué de la RCA au franc CFA. La BEAC a d'abord grondé. Ils ont tourné. La Centrafrique, on voilà ce qu'on nous dit. À moins que ce soit... La diplomatie, c'est le règne du double langage. Je vous ai dit que dans le pouvoir, c'est la force, c'est aussi la ruse. On peut dire, bon, laissons un peu le temps de... Mais nous continuons notre chemin de l'autre côté. C'est possible. Je ne dis pas non. Bon, le docteur Douma m'a beaucoup rassuré. L'autre truc, je crois que là, on s'est compris. C'était de dire que nous sommes dans un truc transparent.
où tout le monde peut venir acheter des Sango. Et n'importe comment. Je dis, c'est trop dangereux. C'est un truc extrêmement dangereux. J'aimerais qu'on sorte des listings de ceux qui ont acquis les premiers Sango. Et vous allez voir d'où ils viennent, où est-ce qu'ils sont logés. Ça risque de vous donner des frissons, si on ne fait pas attention. Et heureusement que Franklin l'a dit vers la fin que si nous ne faisons pas attention, ce sont d'autres qui vont venir acheter ces Sango-là. Il faut être très très prudent avec des mécanismes, surtout après avoir bien écouté le docteur Douma, avec des possibilités d'un jeu où en réalité l'État ne se réserve pas un minimum de droits de contrôle dans des domaines de souveraineté par rapport à cette affaire de la crypto-monnaie, de ce Sango-là. La blockchain permet de régler ça. C'est une blockchain d'État. L'État va certainement se garantir le pouvoir de savoir qui achète combien. C'est ça le principe des blockchains privées. Et puis quand le doyen parle de répartition, c'est connu, hein, les 21 milliards. La répartition des 21 milliards est connue. Hein. Ok, on va pas rouvrir le débat, on est en train de sortir justement. Non, un État ne peut pas avoir une blockchain privée. Si. Non, mais je parle à un brillant avocat. Un État ne peut pas avoir une blockchain privée. Enfin, entendons-nous très bien. Entendons-nous très bien. Entendons-nous très bien. Entendons-nous très bien. Quand je parle de l'État, l'État a les moyens et les institutions. Je ne sais pas si on se comprend. L'État a les moyens et les institutions. Enfin, si tu regardes le projet Sango, tu vois très bien que l'État s'est donné les moyens dans la création de ce projet d'avoir un droit de regard sur ce qui se passe. Donc, enfin, on espère qu'il va conserver non seulement le droit de regard, mais le droit de décision. Vous avez passé votre temps. Pour dire à mes frères, continuons la réflexion, premièrement. Deuxièmement, ne mettons pas sous le boisseau notre détermination à mettre fin au franc CFA. Voilà. La mise à mort du franc CFA va nous donner la possibilité de récupérer notre souveraineté monétaire et financière. À partir de ce moment-là maintenant, nous serons en meilleure position pour élaborer toutes les politiques que nous voulons et les initiatives en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc, tuons d'abord le franc CFA. Il faut tuer le franc CFA. Tant que le franc CFA est vivant, avec les mécanismes... On va pas rouvrir. Vous finissez. Avec les mécanismes que nous avons, qui l'entretiennent et la font vivre, l'épée de Damoclès ne sera jamais hors de notre tête. Merci. Mais merci au docteur Douma une fois de plus pour cette matinée. Vraiment, je vais continuer à apprendre maintenant. Il vous a certainement rassuré. Il a commencé à me rassurer. C'est très intéressant. Docteur Douma, le mot de fin, c'est pour vous. Que devrait faire la Centrafrique maintenant par rapport à ce communiqué de la BEAC? Dans quelle posture est-elle? Quelle devrait être sa marge de manœuvre? Comment devrait-elle réagir? Poursuivre avec la Centrafrique doit poursuivre avec plus d'énergie encore et de détermination le projet tel qu'il a été pensé au départ. Si la Centrafrique a officialisé le Bitcoin, ce n'était pas un hasard. Je vous dis que la blockchain la plus démocratique, c'est celle du Bitcoin. C'est une blockchain publique. Et on ne connaît même pas les créateurs de cette blockchain. Elle aurait dû être privée. Si les créateurs sont restés inconnus jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on les aurait peut-être tués, et etc., etc. Donc, c'est pour ça. Mais la Centrafrique est un pays souverain dont le chef de l'État et les organes décisionnaires doivent garder le pouvoir de décision. Et pour ça, elle doit utiliser une blockchain qui a une partie publique et une partie étatique qu'on peut caractériser de privé entre guillemets pour prendre des décisions. D'accord. Merci, docteur Douma. Votre présence sur ce plateau a été cathartique et didactique pour nos téléspectateurs. Merci aussi à vous, cher Franck Lognon-Dieu. Je sais qu'il vous brûle de dire un dernier mot, je ne vous l'accorderai pas. Merci à Passion Parfait Ndom également, qui a été la voix de la sagesse, de la tempérance comme d'habitude. Et merci à vous de nous avoir regardés. Aujourd'hui, on tablait justement sur cette décision de la BEAC de s'ouvrir peut-être un peu plus aux réflexions et aux mutations sur le continent avec un point d'orgue sur la Centrafrique qui
qui décidément montre peut-être la voie à l'Afrique pour la sortie définitive de l'asservissement monétaire via le franc CFA. C'était le clap de fin de cette semaine qui a également vu passer sur ce plateau divers panélistes à qui nous disons merci pour l'éveil et le réveil de l'Afrique sur des sujets qui nous concernent aujourd'hui et qui nous concerneront d'autant plus demain. Merci à vous, messieurs. Et je vous souhaite naturellement un très bon week-end. On reviendra chargé et boosté pour la semaine prochaine, dès lundi, 7h. Vous faites bien de regarder DBS Télévision, le meilleur de l'actualité, mais surtout